Aimables téléspectateurs, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est une production de Search for Common Ground. Comme vous le savez, depuis le 12 mars 2020, notre pays, la Guinée, fait face à la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde entier. Malgré les mesures prises par les autorités sanitaires, le pays n'arrive toujours pas à stopper la chaîne de propagation. Le nombre de cas augmente chaque jour. Nous sommes déjà à plus de 14 000 cas confirmés dans le pays, dont une 80aine de décès. Pour comprendre donc la gestion de cette pandémie au niveau local, ainsi que l'aide que l'État et ses partenaires apportent aux collectivités dans le cadre de cette riposte, notre équipe de production s'est rendue donc dans la préfecture de Forêt-Karia, à 5 km de la capitale Conakry, une préfecture qui a l'habitude d'enregistrer assez de cas lors des épidémies en République de Guinée. Pour parler donc de cette question importante, nous recevons sur ce plateau Dr Souleymane Sylla. Il est chef section prévention et lutte contre la maladie au niveau de la direction préfectorale de la santé de Forêt-Karia. Il est également avec nous sur ce plateau Dr Mahmoudou Cissé. Lui, il est le directeur de l'hôpital préfectoral de Forêt-Karia. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec moi pour l'animation de cette émission, comme d'habitude, mon collègue Moustapha Guinlo. Bonsoir à toi également. Bonsoir Fanta, bonsoir à tous. Je te passe donc la parole pour la première question à nos invités. Ok, je vais directement aller avec le chef section prévention et lutte contre les maladies. Comme l'a dit Fanta tout à l'heure, la Guinée, depuis le mois de mars de 2020, a enregistré plus de 14 000 cas confirmés de coronavirus. Aujourd'hui, dites-nous à Forêt-Karia, est-ce qu'il y a eu assez de cas? Oui, je peux l'affirmer, il y a eu assez de cas, dans la mesure où jusque maintenant, nous avons enregistré 18 cas. Est-ce que sur les 80 cas de maladie, sur les 80 cas de décès qu'enregistrait la Guinée, est-ce qu'il y a eu des cas de décès ici? Non, depuis que nous avons commencé à hospitaliser les gens ici, il n'y a pas eu de décès. D'accord. Ok, peut-être que vous avez une stratégie que les autres n'utilisent pas. Nous, on va donc parler de cette stratégie-là, docteur. Vous qui êtes directeur de l'hôpital préfectoral, souvent quand les gens sont malades, habituellement c'est à l'hôpital qu'ils se rendent. Comment se passe la gestion de cette pandémie au niveau de la préfecture de Forêt-Karia? Bon, c'est d'abord de vous remercier et de vous féliciter. Nous allons dire que depuis le début de cette épidémie, le ministère de la Santé, appuyé par tout le gouvernement et à sa tête le président professeur Alpha Condé, ont tout mis pour apporter les ressources nécessaires aux établissements de soins. Et comme vous le savez et vous l'aviez dit, la préfecture de Forêt-Karia a souffert pendant toutes les épidémies qui sont passées dans le pays. Et la dernière épidémie avant Covid, c'était Ebola. On a été parmi les derniers à pouvoir éteindre cette épidémie dans le pays. Et ça fait quand même assez de ravages. Mais heureusement, cette fois-ci, Covid a commencé. On a été, on peut dire, sensiblement épargné, puisqu'on a eu 18 cas. Et les 18 cas, il n'y a pas eu de décès. Pourquoi il n'y a pas eu de décès? C'est que les ressources ont été apportées. Il y avait déjà un établissement qui était là pour accueillir les malades et tous les équipements adéquats pour la prise en charge étaient là également. Et quand la maladie a commencé, les ressources financières ont suivi. Donc les ressources financières consistaient à mettre la logistique, c'est-à-dire le déplacement pour aller chercher les malades, mais à payer aussi le per diem de ceux qui sont chargés d'assurer ces déplacements, à payer les agents qui sont chargés de la prise en charge, mais aussi de l'alimentation des malades qui sont couchés. On s'est mis vraiment à la disposition de ces malades et on a fait tout ce qu'on pouvait pour les mettre dans les meilleures conditions de prise en charge. Ok, on va aussi écouter l'avis de Dr Sylla par rapport à la même question. Comment se passe la gestion de cette pandémie dans votre localité? Comme M. le DH l'a affirmé, effectivement, nous avons pris le taureau par les cornes.
quand il y a eu la confirmation du premier cas le 12 mars, alors comme nous avons des organes que l'ANSS a mis en place, à savoir le QSP, à savoir l'équipe EPARE, alors aussitôt le coup a été activé. L'équipe EPARE, c'est l'équipe préfectorale d'alerte et de riposte au niveau préfectoral. Qui avait été mise en place pendant Ebola. Cette équipe est pilotée par moi. Donc nous sommes le bras armé de la DPS. Et comme il l'a dit, effectivement, quand il y a eu les premiers cas, quand le coup a été activé en mode alerte, aussitôt nous avons invité tous les chefs de centre pour un renforcement de capacité. Donc nous avons eu à démultiplier, nous sommes partis sur Google, nous avons déniché par-ci, par-là, les informations sur la maladie, des fiches techniques, etc., que nous avons multipliées. Et lors de la rencontre avec les chefs de centre, nous avons eu à leur distribuer ça. Il y a eu une grande conférence, débat aussi, à l'école de santé communautaire privée de Mama Salé, où vraiment Dr Robert est venu, appuyé de Dr Silla. Ils ont fait passer beaucoup de messages clés par rapport à cette maladie. Donc après cela, et étant donné que nous avons hérité de Ebola, bon, on avait la situation des lieux de culte, etc., et que par devers, nous disposions aussi des kits, des dispositifs de lavage des mains. Donc nous avons anticipé les choses, nous avons sensibilisé et nous avons disponibilisé ces kits-là au niveau de tous les lieux de culte, en invitant tout le monde au respect des règles, des mesures barrières que le gouvernement a eu à prôner. Donc, et nous avons dit aussi aux recos qui sont dans les sous-préfectures, etc., et même au niveau de la commune urbaine, nous leur avons dit, dans leur sensibilisation, de faire passer des messages clés par rapport à Covid. C'est ainsi que dès que quelqu'un se sent malade, il profite de l'occasion pour se rendre dans la structure de santé la plus proche. Donc, c'est dire que nous, de façon prompte, nous dénichons les suspects que nous envoyons directement au CTP. Donc, on procède à leur test, on réalise le test. Après avoir réalisé, bien sûr, celui du palu, dans la mesure où celui du palu va s'avérer négatif, on procède au test Covid. Donc, aussitôt, quand il y a suspicion, pour les premiers cas, on envoyait l'échantillon à Conakry pour la confirmation. Donc, comme il l'a dit, effectivement, tous les malades là ont été pris en compte de façon précoce. C'est ce qui fait que vraiment nous n'avons pas enregistré de cas de décès. D'accord. Okay. Docteur Silla décrivait un tout petit peu la stratégie mise en place, mais aujourd'hui, quel est l'apport de l'hôpital préfectoral dans tout ce mécanisme-là? Bon, je crois que l'apport de l'hôpital est immense dans la mesure où l'hôpital abrite le CTP, c'est-à-dire le centre de prise en charge des épidémies. Donc c'est là-bas où les malades Covid sont hospitalisés. Et toutes les ressources humaines qui travaillent là-bas sont des ressources de l'hôpital. Hein? On a contractualisé de façon à ce qu'ils travaillent là-bas de façon intense. Puisqu'on a vécu ensemble au temps d'Ebola, ils ont déjà une certaine somme d'expérience dans la prise en charge et ils ont déjà une grande expérience aussi pour ce qui est du respect des procédures en PCI. Nous apprécions très bien le mécanisme de prise en charge qu'on a mis en place. Cela ne veut pas dire que ce mécanisme ne peut pas être amélioré. Hein, par exemple, dans l'amélioration, heureusement qu'on n'a pas eu de cas très graves, on n'a que deux oxygénateurs. Bon, quand on est envahi et débordé, deux aspirateurs et deux oxygénateurs ne seront pas suffisants. Oui. Donc ça, c'est des dispositifs à améliorer pour nous donner plus grande capacité de prise en charge. Ok, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans cette lutte? Bon, au-delà de ça, bon, je crois que les conditions d'hébergement sont à améliorer. Quand tu vas, bon, nos salles ne sont pas climatisées ici. Et Covid, avec le personnel qui est toujours encoagulé, bon, ce serait mieux vraiment qu'il y ait des conditions de température leur permettant de travailler intensement. Ok. Hein? Et docteur, vous également, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Parce que je rappelle que vous êtes souvent dans les collectivités, dans les communautés. Vous savez ce qui se passe dans ces communautés-là. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ou bien vous voulez ajouter? Oui, pour ne pas ajouter, sauter, bon.
pratiquement, on n'a pas une ambulance dédiée au Covid. Heureusement, Ebola nous a laissé en héritage 2 ambulances. C'est une de ces ambulances qu'on a détachées. Mais c'est des ambulances qui sont vieilles de plus de 6 ans. Donc, ça nécessite une réparation intense. On souhaite que ça s'arrête là. Mais si Covid devait continuer, la nécessité d'avoir une ambulance au niveau du CTP. Ok, on va après parler des moyens mis à votre disposition. Docteur, je le disais tout à l'heure, vous êtes chargé des maladies, donc vous êtes en contact permanent avec les communautés. Vous savez les réalités de nos localités. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré aujourd'hui dans le cadre de cette lutte contre la pandémie de Covid? Covid n'est pas comme Ebola. Ebola, ça tuait beaucoup. Mais Covid, ça ne tue pas. Donc les gens pensent que, vous savez, quand on rentre dans le domaine des rumeurs là, les gens pensent que le Covid ou la Covid-19 n'est pas une réalité. Sinon, au tout début, quand nous avons sensibilisé, tout le monde portait les bavettes. La distanciation était respectée. Vous comprenez, la distanciation physique. Le lavage des mains était là. Mais comme vraiment, il n'y a pas assez de décès et surtout, bon, les gens, ils sont analphabètes, ils ne comprennent pas. C'est ainsi qu'il y a eu un délaissement. Pour que le port de bavette soit respecté, nous aurions besoin vraiment de l'appui des services de défense et de sécurité. Parce que si cela n'y est pas, nous ne sommes que des gens qui arborent la blouse blanche. Donc nous ne pouvons pas vraiment faire respecter certaines lois. C'est l'État qui doit, à travers les membres de forces de défense et de sécurité, nous appuyer comme il l'avait fait pendant la lutte contre, le contrôle et la lutte contre Ebola. Ok, donc vous avez besoin d'être appuyé. Moustapha, on va à présent aborder la question relative aux fonds et équipements. Docteur avait commencé par ça, qu'ils ont reçu de l'aide de la part de l'État. Est-ce qu'on pourrait savoir aujourd'hui l'aide apportée par l'État et ses partenaires pour faire face à cette pandémie qui, à un moment donné, a surpris tout le monde? Bon, cette aide peut être détaillée en apport financier, en apport d'équipement, et en renforcement de capacité et en logistique. Bon, je ne peux pas vous chiffrer ça maintenant. Là. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée, pas le montant, mais de ce que vous avez eu à recevoir comme équipement, comme aide? On aimerait au moins avoir une idée, pas le montant. Une idée. Oui. Le personnel a été formé. D'abord, formation à l'extérieur, c'est-à-dire dans d'autres localités, mais aussi renforcement de capacités internes, puisqu'il fallait les mesures de protection, il fallait les raviver, apprendre encore à les porter, mais aussi les méthodes, l'hygiène, comment il faut le renforcer, et tout ça a été renforcé au niveau interne. Mais il y a eu les bavettes qui sont les premières mesures de protection à faire. On a eu suffisamment de bavettes, et de la part de l'État et de la part de nos partenaires. Moi, je dirais que vraiment, au plus fort du moment, il y a la GIZ. Je vous ai dit que la GIZ nous a aidé à réaliser des émissions interactives. En plus de ça, l'UNICEF est venu en aide, parce que l'UNICEF, c'est le patron de la communication. Donc l'UNICEF est venu en aide à notre district sanitaire pour la confection locale des bavettes. Ça, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, parce que ces bavettes-là ont été confectionnées par des couturières de la place. Donc, c'est ça, GIZ nous a aidés, presque tous les partenaires nous ont aidés. Stop, le PNLP, PALU, nous a aidés aussi. Stop PALU nous a aidés, il fallait mettre des intrants à la disposition des recos, parce que vous savez, dans le paquet intégré des recos, il y a la prise en charge du paludisme simple. Donc, pour assurer cette prise en charge, il faut qu'on confirme. Et pour confirmer, il faut piquer. Donc, les recos ont été dotés en matériel pour leur permettre vraiment de travailler à l'abri, pour ne pas qu'ils se
contamine. Ok. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause, histoire de visionner une interview que nous avons réalisée avec un acteur de la société civile. Il était question pour nous de comprendre l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre le Covid-19 dans la préfecture de Fourie-Karia. Je vous laisse donc suivre cette interview et on se retrouve juste après. Bon, ma vision, à ma connaissance, à ce que je sache, c'est que les autorités sanitaires se sont mis à pied pour mener à bien la lutte contre ce virus. Au niveau du district sanitaire, nous avons vu une mobilisation du personnel de santé pour la lutte contre ce virus. En tant qu'acteurs de la société civile, nous n'avons constaté d'abord la présence d'aucune ONG de la place ou d'une ONG venant de Conakry ou d'ailleurs pour s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. D'alors que les autres fléaux, la société civile était impliquée à travers quelques ONG, même les ONG de la place ADMR, par exemple dans la lutte contre Ebola, nous étions impliqués. Nous avons connu des ONG comme Agile, national et international, qui s'étaient même installés à Fourie-Karia. Et pendant tout le temps, nous étions ensemble ici. Mais pour le cas précis du Covid-19, je n'ai pas remarqué personnellement la présence ou l'intervention de la société civile, des ONG locales ou nationales pour la lutte contre le Covid. Vous savez, quand le Covid-19 est venu, par rapport aux informations qu'on recevait, ça a affaibli d'abord l'économie nationale et l'économie mondiale. Et quand on parle d'affaiblissement de l'économie nationale et mondiale, ça veut dire qu'il y a un manque de moyens financiers. Et nous fonctionnons à travers les financements que nous recevons des partenaires. Et sans financement, les ONG ne peuvent que faire une sensibilisation locale, mais une implication à haut niveau, ce n'est pas tellement possible. Pour le cas précis du Covid-19, la société civile en général et ADMR en particulier n'a reçu aucune information sur l'acquisition des fonds et sur la gestion financière de la lutte contre le Covid-19. Le problème de santé est pris ici à bras le corps, sachant que, comme je le disais par le passé, cette préfecture a été beaucoup ébranlée, beaucoup emmerdée par d'autres épidémies, telles que le choléra. Nous avons Kabak, nous avons Kakosa, nous avons Benti. Ces riverains ont été secoués par le choléra. Et quand l'autre maladie là est venue, les gens n'aiment même pas qu'on dise le nom. Cette maladie aussi a sérieusement secoué la préfecture. Donc quand ils ont entendu parler de cette autre maladie, la population était vraiment inquiète. Pour eux, chaque fois qu'il y a une épidémie, dans leur tête, ils pensent que c'est des maladies qui sont fabriquées pour les fatiguer, ou bien pour que les gens se font de l'argent. Et souvent, c'est la société civile, à travers donc, les ONG que nous sommes, nous venons leur dire non, acceptez le personnel de santé, acceptez qu'ils soient avec vous et ils viennent pour sauver vos vies. Et c'est quand nous passons qu'ils acceptent. Le fait de ne pas impliquer la société civile dans la lutte contre le Covid, ça peut avoir un impact négatif. Parce que nous sommes les représentants des communautés. Les communautés nous écoutent, les communautés nous acceptent. Quelle que soit la situation épidémique, les sociétés n'ont jamais rejeté les ONG. Elles nous écoutent, elles nous acceptent et généralement, tout ce qu'on leur dit, ils prennent pour argent comptant parce qu'ils savent que s'ils ont des problèmes de développement, s'il y a le manque d'eau dans une localité, ils s'adressent aux ONG. Nous sommes l'interface entre les bailleurs de fonds et cette communauté. Eux-mêmes ne peuvent pas avoir les fonds. C'est à travers nous qu'ils trouvent la solution de beaucoup de problèmes sanitaires, problèmes hydriques, ainsi de suite. Donc, ils nous écoutent, ils nous acceptent. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit que le Covid-19 a créé un problème mondial, financier et national, les ONG de Fourie-Karia et nationales n'ont pas encore obtenu un financement pour être auprès de ces populations et pour être sur le terrain. Les ONG ne s'attendent pas à beaucoup de moyens pour être sur le terrain. Il suffit que l'État nous motive, il suffit que l'État trouve un peu de moyens pour nous mettre sur le terrain et je pense que nous pouvons le faire. Parce que ce pays-là, il faut le construire avec tous les acteurs. Et nous sommes des acteurs incontournables.
Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente et le thème du jour porte sur la gestion de Covid-19 dans la préfecture de Forêt-Caria ainsi que l'aide que l'État et ses partenaires apportent aux collectivités dans la gestion de cette pandémie. Et donc, Moustapha, on vient de suivre cette interview d'un acteur de la société civile. D'accord. Docteur Silla, docteur Cissé, vous venez donc de suivre cette réaction de cet acteur, de cet activiste de la société civile de Forêt-Caria. Quelle est votre réaction? Oui, ma réaction est que tout ce qu'il a dit, je l'affirme, il a parfaitement raison. Celui qui a parlé là, c'est M. Alain Mamboliano. Il est en étroite collaboration avec nous. C'est une ONG de la place, mais qui a fait ses preuves. Nous avons fait beaucoup de luttes avec lui. Donc, comme il l'a dit, il ne s'attend pas à beaucoup de moyens. Même avec les moyens maigres là, il a réussi à faire de grandes choses. Donc, c'est quelqu'un qui est efficient, c'est quelqu'un qui est très bien. Il a raison, ils n'ont pas bénéficié d'appui. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Bon, on ne comprend pas parce que, normalement, si l'État a donné de l'argent aux ONG, aux grandes ONG qui sont à Conakry, celles-ci devraient impliquer les ONG de la place, ou bien l'État devait penser à ces ONG de la place, mais cela n'a pas été fait. Ça, il a parfaitement raison. Docteur Cissé, dans l'intervention de monsieur, de l'activiste tout à l'heure, de monsieur Alain, il parlait du fait que les organisations locales ne soient pas impliquées, les organisations de la société civile ne soient pas impliquées. Pour lui, cela pourrait avoir un impact sur la lutte, sur la stratégie ici à Forêt-Caria. Confirmez-vous cet état de fait? Bon, je crois que il ne faut pas dupliquer automatiquement Ebola sur Covid. Tout le monde sait que Ebola a bénéficié d'une mobilisation internationale sans précédent au niveau de la préfecture de Forêt-Caria. Forêt-Caria était devenu comme si c'était toutes les organisations internationales qui se sont retrouvées ici. Et ces organisations ne venaient pas pour rien. Ils venaient pour apporter non seulement leur appui technique, mais aussi leur appui financier. Ok, mais vu, au vu de tout ce qu'on a vécu au temps d'Ebola, on a vu au départ les communautés, les associations n'étaient pas impliquées. À la base, on a vu ce qui s'est passé, il y avait de violences, il y avait beaucoup de réticences. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas associer, de ne pas impliquer ces organisations de la société civile qui sont en contact permanent avec les collectivités, est-ce que cela n'impacte pas sur le résultat attendu? Bon, moi je me dis que c'est la stratégie qui a changé. Au moment d'Ebola, l'implication communautaire n'était pas aussi... Bon, maintenant, on a les ASC. Maintenant, c'est une institution formalisée. Ces recours-là, ils sont là pour tout le temps. Ils ne sont pas là pour un événement seulement. Ceci représente aussi la société civile, moi, à mon avis. Hein? Ok. Donc, on va parler un peu, parce que c'est vrai, vous avez reçu des fonds. Même si ce n'est pas des fonds énormes, mais quand même, il y a eu de l'aide de la part de l'État et ses partenaires. Est-ce que vous avez un mécanisme mis en place au niveau préfectoral dans le cadre de la gestion de ces fonds ou suivi de ces fonds? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Ebola. Il y a eu assez de spéculation sur la gestion de ces ressources-là, docteur. Oui, je crois que nous avons mis en place un mécanisme. Pour preuve, si vous venez à la DPS, vous trouverez qu'il y a effectivement un SAF. Donc c'est le SAF qui est chargé de la gestion des fonds mis à la disposition de la DPS. À l'hôpital aussi, il y a un SAF, il y a un comptable, non? Donc, un comptable, vraiment, un contrôleur financier. Justement, donc pour cette fois-ci, c'est bien géré. C'est bien géré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'amalgame. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi? Il y a un mécanisme de suivi parce qu'à chaque fois que c'est envoyé, il y a des supervisions qui tombent, des missions du niveau central qui viennent vérifier en fonction des rubriques, qui vérifient tout. On peut même des fois appeler les récipiendaires, les bénéficiaires pour leur demander. Donc il y a tous ces garde-fous là qui sont là.
Ok, c'est l'hôpital qui a reçu assez de moyens parce que c'est là-bas où les malades sont pris en charge. À ce niveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mécanisme de gestion et de suivi? Les équipements, je crois que nous, on a des maintenanciers. D'abord, quand ils viennent, ces équipements, c'est eux qui s'occupent d'abord de les monter, de les mettre dans les conditions de fonctionnalité requises. Et le staff, on a un comité qu'on appelle le comité médical, consultatif, qui se réunit pour voir quels sont les services dans lesquels on peut les dédier pour améliorer leur capacité d'hospitalisation. Les ressources financières, mon homologue, il l'a dit déjà, un contrôleur financier plus un comptable, je crois que ce n'est pas mis pour rien. Et ça, il faut saluer la gouvernance du professeur Alpha Condé, puisque c'est à son arrivée, on a eu deux agents au niveau de la comptabilité. Tout ça, c'est pour renforcer les capacités de l'enfant, éviter ces fuites qui étaient avant et qui créaient le dysfonctionnement dans les services. Ok. Est-ce que la direction préfectorale fait un suivi à ce niveau, au niveau de la... Parce que la redevabilité compte beaucoup dans la gestion des biens publics. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Au niveau de vous collaborer avec pour faire le suivi, voir un peu est-ce que les choses sont utilisées à bon escient. Oui, bon, pour ce qui concerne la relation entre l'hôpital et la DPS, c'est que la DPS a comme prérogative de partir à l'hôpital pour faire des supervisions de qualité. Il y a une périodicité qui est dédiée à cela. Nous allons, en fonction des items, on fait la supervision, y compris la situation financière. Vous comprenez? Et le DPS aussi a droit de regard sur tout ce qui se passe à l'hôpital. Et ces bras armés, ce sont les comptables de l'hôpital, appuyés par celui de la DPS. Je crois que c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Bon, par rapport à ça, ce que je vais ajouter, nous sommes sous la tutelle du niveau régional. Le niveau régional, le règlement vient voir comment les ressources mises à notre disposition ont été utilisées. Et sa dernière visite ne date pas d'un mois. Et chaque fois qu'ils viennent voir les choses, ils font un rapport. D'abord, ils font une restitution devant l'équipe de la DPS et devant tout le personnel pour dire bon, voilà ce qu'on a constaté. Et voilà les forces et voilà les faiblesses et les recommandations pour améliorer. D'accord. Ok, au niveau des centres de santé, je sais qu'il y a des COSA, mais est-ce qu'au niveau de l'hôpital, il y a une structure qui vous appuie pour améliorer un peu vos relations avec les communautés, pour que les communautés s'impliquent un peu dans le fonctionnement, mais pour améliorer un peu les choses, parce que je sais qu'il y a des difficultés avec les patients parfois. Bon, je crois qu'à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle le comité d'hygiène et le comité d'hygiène et le comité des usagers. Ce comité siège une fois par trimestre. Et avant leur siège, ils ont des relais internes qui travaillent et qui font des rencontres mensuelles. Maintenant, à la rencontre trimestrielle, on fait le compte-rendu, on voit quels sont les aspects qui ont marché, quels sont les aspects qui n'ont pas marché. Donc, en plus du renforcement des capacités en matière d'hygiène et de sécurité, on parle quelles sont les défenses par rapport aux relations entre les usagers et le personnel. Bon, on n'a pas pour le moment mis une boîte à suggestions, puis à un moment on avait, mais cette boîte à suggestions était transformée en boîte de règlement de compte. Il n'y avait pas tellement d'objectivité dans ce qu'on disait dans ces boîtes. Ces comités étant là, les comités d'usagers, ceux-ci font un relais parfait entre le personnel et les usagers, c'est-à-dire les malades qui viennent utiliser. Ok, on sait que les COSA sont un peu impliqués dans la gestion. C'est pas le cas. Est-ce que c'est le cas dans les centres de santé? Mais est-ce que c'est le cas de cette structure au niveau de l'hôpital? Bien sûr. La différence, c'est que au niveau de l'hôpital, il y a le comité consultatif médical qui gère tous les aspects, c'est-à-dire financiers, aspects techniques et tout ça. C'est-à-dire, en plus du personnel interne, il y a la société civile, il y a les représentants de la DPS, il y a les représentants de la préfecture qui siègent. Et cela se fait une fois par mois, cette rencontre.
Ok. Et il y a une difficulté que, j'aimerais qu'on débatte, c'est par rapport à la prise en charge des autres pathologies, parce qu'avant Covid, il y a d'autres maladies qui sont là. Et comment ça se passe? Est-ce que vous n'avez pas de difficulté à ce niveau? Bon, vous savez, chaque fois qu'il y a une épidémie de cette réputation, les malades ont du mal à venir à l'hôpital, ils s'abstiennent de venir. Hein? Bon, pour eux, l'hôpital, c'est le lieu de transmettre ces maladies. Bon, mais on fait en sorte que la sensibilisation puisse leur permettre de continuer à poursuivre leur contact avec l'hôpital. Puisqu'il y a des malades chroniques que nous avons, surtout les personnes vivant avec le VIH, hein, on a les diabétiques. Ceux-ci ont besoin d'avoir un contact permanent avec leur médecin. C'est ça, avec leur médecin. Voilà, quel est le message non seulement que vous lancez à l'endroit des populations, parce que le corona est encore en Guinée, on continue à enregistrer des cas et tout. Quel est le message que vous lancez à l'endroit des populations de Forcaria en tant qu'autorité sanitaire? Par rapport au respect des gestes barrières. Avant de lancer un message à l'intention de cette laborieuse population de Forcaria, je m'en vais vous dire que les petites difficultés, c'est que nous sollicitons une amélioration du fonctionnement de la DPS. Nous demandons aussi, non, quand je dis fonctionnement, les gens qui m'écoutent, et ils peuvent avoir une idée. Oui. Donc, deuxièmement, c'est de nous aider aussi à continuer avec les émissions interactives. Vous savez, nous avons affaire à une population analphabète. Mais comme c'est en langue vernaculaire, en soussou, les gens comprennent. Et je crois que ceci, appuyé par les services de défense et de sécurité, je crois que les mesures barrières vont être respectées. Donc, le message que moi je m'en vais lancer, c'est que pour ce qui concerne cette maladie, et si nous voulons en finir avec, c'est de couper la chaîne de transmission. Et pour couper cette chaîne de transmission, c'est de respecter les mesures barrières. Qu'est-ce à dire? C'est que normalement, tout le monde doit porter les bavettes. Parce qu'il est dit que pour la contamination, pour transmettre cette maladie, soit c'est par la toux, les éternuements, etc., etc. Mais si vous avez votre bavette, vous pouvez non seulement vous protéger, mais protéger les autres. Vous comprenez? Avec les gouttes, parce que vous n'allez pas expulser les gouttelettes. Deuxièmement, c'est de fidéliser les gens à respecter la pratique familiale qui voudrait que, après chaque geste, il y a certains gestes, il y a certaines activités ou certains faits, quand vous avez vécu ça, il est question que vous laviez les mains à l'eau et au savon ou à la solution hydroalcoolique. Vous comprenez? Donc le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à la solution. Troisièmement, la distanciation, il faut respecter. Au niveau des écoles, franchement, il faudrait que ces mesures barrières soient respectées. Bon, en plus de tout ça là, les agents de santé, je voudrais qu'ils fassent observance des standards de la PCI. C'est-à-dire, dans les centres de santé, il faut que vraiment ils respectent tout. Entre les deux malades, il faut changer les gammes, les paires de gammes. Bon, je ne vais pas réinventer la roue, ils savent ce que je suis en train de dire. Donc, si tout le monde fait ça, et que les autorités à tous les niveaux, quand je dis autorité, parce que nous avons un préfet qui est vraiment très bien. Le préfet, il est proactif. Notre préfet est même pionnier en matière de santé. Vous comprenez? Donc, il est très actif. Je voudrais que, et lui, et les sous-préfets, et les maires, en tout cas, quiconque exerce un mythical de pouvoir, c'est-à-dire 1 gramme de pouvoir, il faudrait que nous impliquions dans cette lutte acharnée contre le Covid pour que nous en venions à bout. Donc, c'est cet appel-là que je vais lancer à tous les Forcariakas, à tous les Moriakas, pour que nous en venions à bout de cette maladie qui n'a fait trop perdurer. Ok, docteur Cissé, le combat contre le Covid est loin d'être gagné en Guinée. Le nombre de cas augmente chaque jour. Je l'ai rappelé en début de cette émission. Un message à l'endroit de nos concitoyens par rapport au respect des mesures barrières. Bon, je commencerai d'abord par remercier tous ceux qui ont participé à la mise en place de notre dispositif de prise en charge. Et je vais commencer par la commune urbaine, puisque au début de la maladie, nos 2 ambulances étaient en panne. C'est la commune urbaine qui a financé pour les mettre en marche avant que les autres appuis ne viennent. Et l'État et tous les autres. Maintenant,
qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut poursuivre la sensibilisation. Il faut amener à chacun d'accepter les mesures barrières et en première position, le port des masques. Hein? Ensuite, il faut accepter le lavage des mains. C'est un geste simple. C'est un geste simple et c'est un rituel, en tout cas pour nous, les autres Africains, de pouvoir se laver la main régulièrement avant, en tout cas, d'entamer toute autre chose. Si cela est fait et la distanciation sociale est respectée, bon, moi, je crois qu'on pourra maîtriser la maladie. Le reste, maintenant, c'est au personnel de pouvoir avoir des bonnes habitudes, hein, en respectant vraiment toutes les normes en PCI pour que l'hôpital ne soit pas un milieu de contamination. Si cela est fait, on peut venir à bout de la maladie. Ok. Espérons donc que ces conseils vont tomber dans des oreilles attentives. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Terrain d'entente, une émission réalisée aujourd'hui dans la commune urbaine de Forêt-Caria, et le thème du jour portait sur la gestion de la pandémie de Covid dans cette localité, ainsi que l'aide que l'État et ses partenaires ont apportée aux collectivités dans la lutte contre cette pandémie. Et pour parler donc de cette thématique importante, nous avons reçu sur ce plateau de Terrain d'entente Dr Souleymane Sylla. Il est chef section prévention et lutte contre la maladie au niveau de la direction préfectorale de la santé de Forêt-Caria. Également, Dr Cissé Mamoudou, lui, il est le directeur de l'hôpital préfectoral de Forêt-Caria. Chers invités, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à toi, Moustapha, de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, continuez à respecter les gestes barrières en vous lavant régulièrement les mains, en portant vos masques lorsque vous êtes en présence d'une autre personne et en respectant la distanciation sociale. Merci et portez-vous bien.